Salut tout le monde, suite de notre série sur la chronologie égyptienne avec une période souvent mal connue et assez mal aimée de l'égyptologie, la première période intermédiaire. Ah oui, là je suis rentré en France donc c'est mon nouveau décor mais il n'est pas tout à fait fini donc abonnez-vous comme ça pour les prochaines vidéos, vous verrez ce que ça donne. Avant de commencer, je me permets un petit préambule. Comme vous allez le voir, on connaît très mal les différents rois et dirigeants de cette époque. Alors ne vous attendez pas, comme les précédents épisodes, à une liste des pharaons et de leurs différents accomplissements, parce que c'est impossible. Par contre, on va s'intéresser aux transformations que connaît l'Égypte à cette période et à tout ce qui se passe dans les différentes provinces. Ceci étant dit, c'est parti. La première période intermédiaire, ou PPI pour les intimes, est le nom donné à la période de transition entre l'Ancien Empire, auquel j'ai consacré les 2 derniers épisodes, et le Moyen Empire, dont il sera question dans de futures vidéos. La PPI s'étend d'environ moins 2200 à la toute fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, autour de moins 2020. Elle couvre les dynasties 7, 8, 9, 10 et le début de la 11e. Les anciens Égyptiens eux-mêmes n'ont pas qualifié cette période d'intermédiaire, c'est évidemment une construction historiographique. Toutefois, le fait que les Égyptiens aient valorisé et glorifié les réunificateurs du territoire après chacune de ces périodes montre bien qu'ils avaient conscience qu'il ne s'agissait pas d'une période normale et qu'ils y préféraient l'ordre et l'unité propres aux époques appelées empires. La première période intermédiaire est une période d'instabilité politique et de scission du pouvoir. Le territoire est alors morcelé et la monarchie égyptienne est fortement contestée, comme on va le voir par la suite. Ces troubles, notamment politiques, associés à une documentation peu nombreuse et souvent très obscure, ont donné l'image d'une période de chaos, voire de déclin. Au début du XXe siècle, certains égyptologues vont même jusqu'à qualifier de vulgaire tout ce qui a trait à cette époque. Pourtant, comme le démontrent les récentes études sur la question, que je vais vous présenter ici, malgré un morcellement territorial et politique, la PPI n'est pas une période dramatique de l'histoire égyptienne, et comme souvent, il faut apporter de fortes nuances vis-à-vis de nos croyances antérieures. Comme on l'a vu dans la vidéo consacrée à l'Ancien Empire, la fin de la 6e dynastie, et donc de l'Ancien Empire lui-même, est encore mal connue et est probablement due à une conjonction de facteurs. Longueur du règne de Pépi II, problèmes de succession, émancipation des gouverneurs de province, et j'en passe. C'est tout un lot d'éléments qui entraînent la fragilisation du pouvoir pharaonique et le début de la première période intermédiaire. L'hypothèse d'un assèchement soudain de la vallée du Nil doit aujourd'hui être abandonnée. En effet, cette théorie ne repose sur aucune observation scientifique et les rares documents égyptiens qui évoquent ce choc climatique sont largement postérieurs aux événements qu'ils mentionnent. Il y a certes une aridification de l'Égypte à cette époque, mais elle s'étend sur un temps long et ne semble pas avoir causé de sécheresse particulière. Effectivement, les crues recensées durant la PPI sont plutôt élevées et cela n'a donc pas pu avoir d'impact majeur sur les troubles de cette période. Quoi qu'il en soit, la fin de la 6e dynastie marque généralement en égyptologie la fin de l'Ancien Empire et le début de la première période intermédiaire. Toutefois, comme on va le voir, certains font débuter cette période intermédiaire à la fin de la 8e dynastie, au moment où Memphis cesse d'être la capitale du royaume et où la lignée de Pépi II cède sa place sur le trône de manière définitive. Posons les bases tout de suite. Nous ne sommes même pas sûrs que la 7e dynastie ait réellement existé. Je m'explique. Comme je l'ai dit dans l'épisode d'introduction de cette série, le découpage dynastique est dû à l'œuvre de Manéthon et date de la toute fin de l'histoire pharaonique. Et en l'occurrence, lorsqu'il est question de la 7e dynastie, les différents auteurs qui citent Manéthon ne sont pas d'accord entre eux. Ainsi, Sextus Africanus évoque 70 rois en 70 jours, quand Eusèbe de Césarée parle de 5 rois en 75 jours. Pour ce qui est des 70 rois en 70 jours, il s'agit évidemment d'un découpage très symbolique, car le nombre 70 est issu des cycles stellaires et est notamment la durée maximale du processus de momification. Il s'agit donc d'une façon pour l'auteur de souligner l'instabilité politique de l'époque sans réalité historique. Toutefois, la 7e dynastie apparaît, en parallèle de la 8e,
dans certaines sources égyptiennes antérieures à Manéthon. C'est le cas de 2 listes royales du Nouvel Empire dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes, la liste d'Abydos et le canon royal de Turin. Ces 2 listes, qui datent des règnes de Séti Ier et de son fils Ramsès II, évoquent entre 17 et 24 rois pour cette période. Malheureusement, la plupart de ces noms sont soit inconnus par ailleurs, soit trop lacunaires pour que l'on puisse les identifier formellement. Bref, le manque de sources, l'absence de vestiges et la brièveté des règnes de cette période fait que l'on considère désormais cette dynastie comme fantôme, soit qu'elle n'ait pas eu lieu, soit qu'elle ait été tellement courte qu'elle risque de rester très longtemps dans l'obscurité. Il n'en va pas de même pour la 8e dynastie, que l'on considère généralement comme la véritable suite de la 6e. Oui, je sais, c'est un peu bizarre de passer directement de 6 à 8, mais bon, on a bien rajouté une dynastie 0, alors en supprimer une, pourquoi pas. La 8e dynastie compte une vingtaine de rois, même si leur nombre exact et leur durée de règne ne sont pas tout à fait certains. Je sais que je répète ça à tour de bras, mais avec la première période intermédiaire, c'est un problème malheureusement assez récurrent. Les souverains de la 8e dynastie sont considérés comme les derniers descendants de la 6e, issus de la famille ou de l'entourage direct de Pépi II. Ils règnent depuis Memphis, la capitale de l'époque, mais leur autorité ne s'étend plus sur toute l'Égypte, certaines régions, notamment au sud, s'étant émancipées du pouvoir central. Quelques rois de la 8e dynastie sont attestés sur des documents de l'époque, à l'instar des décrets de Coptos qui, comme leur nom l'indique, ont été retrouvés dans la région coptite, en Haute-Égypte, là où débute la route qui conduit au célèbre Wadi Hammamat. L'existence de ces inscriptions pourrait indiquer que les souverains de cette dynastie exerçaient encore un certain contrôle sur l'Égypte, au moins jusqu'à la région thébaine, mais cela reste une hypothèse. La tradition de Manéthon donne pour la 8e dynastie entre 5 et 27 rois, pour une durée totale entre 100 et 146 ans. Parmi les pharaons bien attestés, on connaît par exemple Kakare-Ibi, dont la pyramide a été retrouvée à Saqqara et fouillée dans les années 30, même si elle est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. On connaît également un certain Iti, mais uniquement à travers la mention dans une inscription du Wadi Hammamat de sa pyramide, appelée Baou Iti. Malheureusement, cette pyramide demeure encore aujourd'hui introuvable. Les inscriptions du Wadi Hammamat évoquent enfin un roi nommé Imhotep, mais le manque de sources et de vestiges concernant son règne empêche d'en savoir plus à son sujet. Si la tradition manéthonienne évoque une durée d'au moins un siècle pour la 8e dynastie, il semble qu'en réalité celle-ci n'ait duré qu'une trentaine d'années environ. Pour expliquer cette différence, certains auteurs, comme Claude van der Sleyen et Jean Vercouter, émettent l'idée d'une oligarchie regroupant plusieurs dirigeants, ayant chacun leur cartouche, afin d'asseoir leur pouvoir et de leur assurer un culte funéraire royal. Le fait qu'on ne connaisse quasiment aucune sépulture pour tous ces rois pourrait aller en ce sens, mais cela ne reste qu'une hypothèse, qui plus est très difficile à confirmer ou à infirmer. À la fin de la 8e dynastie, il semble que le delta, au moins sa partie orientale, soit progressivement tombé aux mains de tribus asiatiques, ou plus largement de groupes nomades. De plus, le fractionnement du territoire en plusieurs provinces autonomes s'accentue, avec l'apparition d'au moins 2 groupes principaux, un au nord et un au sud. Les 9e et 10e dynasties sont appelées dynasties héracléopolitaines, car leurs rois sont originaires de la ville d'Héracléopolis Magna, ou plus simplement Héracléopolis, en Moyenne-Égypte. Ces souverains, à l'image de Réti Ier, peut-être le fondateur de la 9e dynastie, firent évidemment d'Héracléopolis leur capitale. On ne sait pas s'il s'agit de dynasties totalement égyptiennes ou issues de populations étrangères, notamment libyennes, mais il semble qu'il y ait eu alliance entre différentes provinces afin de constituer une sorte d'état indépendant du pouvoir memphite des dynasties précédentes. Néanmoins, il semble que l'influence des rois héracléopolitains ait été très limitée. Il est même probable que ces rois n'aient été à l'origine que de simples potentats locaux, requalifiés en souverains par la suite, afin de créer artificiellement une sorte de continuité dynastique avec les règnes précédents. Les 9e et 10e dynasties n'exercent pas de contrôle net sur les provinces du Delta, dirigées par d'autres lignées en conflit entre elles. D'ailleurs, même en Moyenne-Égypte, les souverains héracléopolitains ne dominaient pas toutes les provinces. Par exemple, celles de Berchet et de Beni Hassan continuèrent d'être dirigées par des seigneurs locaux. Cela n'empêcha pas les rois d'Héracléopolis d'exploiter les carrières de la région, comme à Atnoub, probablement en alliance avec les nobles locaux, tout en leur laissant une certaine autonomie. En résumé, la zone d'influence des dynasties héracléopolitaines s'étendait du sud du delta à la région de Tinis, ou Tis, dans le sud de l'Égypte.
Cette autorité ne fut pas à l'image de celle des pharaons de l'Ancien Empire, mais plutôt une sorte de domination diffuse qui laissait une certaine autonomie à d'autres provinces. Les 9e et 10e dynasties sont présentes sur le canon royal de Turin, mais pas ailleurs. Et par malchance, la partie de ce papyrus qui traite de ces deux dynasties est très lacunaire. 18 rois sont mentionnés, mais au moins 11 sont en lacune et impossibles à identifier. Au total, Héracléopolis fut la capitale de 18 ou 19 rois dont la durée cumulée de règne fut d'environ un siècle. On connaît un peu mieux les rois de la 10e dynastie que ceux de la 9e. Les souverains les mieux attestés se nomment Méricaré, l'aimé du Ka de Ré, et Réti ou Chéti, littéralement celui de Chet. On ne connaît pas la nécropole de ces rois, mais il est possible que Méricaré ait été inhumé à Saqqara, non loin de la pyramide de Téti. Il aurait ainsi cherché à se rattacher aux souverains de l'Ancien Empire qui bénéficiaient encore d'une aura prestigieuse dans l'esprit des Égyptiens de l'époque. Le manque de vestiges matériels pour ces dynasties est bien résumé par Damien Agut et Juan Carlos Moreno Garcia. Ni palais, ni bâtiments administratifs, ni même de pyramides ne signalent qu'il y eut là le siège d'un royaume. En dehors des personnages royaux, cette période est notamment connue à travers la biographie d'un certain Ortifi, inscrite dans sa tombe de Moala, au sud de Thèbes. Ortifi vécut sous le règne de Néferkaré VII, autour de -2050, et dans sa biographie, il se vante d'avoir mis un terme à la famine et au désordre qui troublait sa province. Attention toutefois, le fait qu'il parle de famine ne signifie pas nécessairement qu'il y en ait réellement eu une. C'est un motif récurrent de la littérature égyptienne qui permet à celui qui en parle de mettre en avant ses actions, même fictives, en faveur de ses administrés, qu'il se vante d'avoir nourris, protégés, etc. Ortifi va même jusqu'à s'octroyer des titres quasi royaux en expliquant qu'Horus l'aurait envoyé personnellement pour agir contre les troubles de Haute-Égypte. Il participa ainsi au conflit ouvert contre les rois de Thèbes et de Coptos dont on va parler juste après. Malheureusement, il semble que ces conflits aient mal tourné pour Ortifi, car après la victoire des Thébains, on n'a mention d'aucun de ses éventuels descendants. Le règne de Méricaré fut sans doute le dernier de la 10e dynastie, et donc le dernier de la lignée héracléopolitaine. On le connaît notamment à travers un texte appelé « Enseignement pour Méricaré ». Ce texte est un recueil de préceptes donné par Réti VII en faveur de son fils héritier Méricaré. Toutefois, il s'agit d'une composition postérieure, rédigée durant le Moyen Empire, et qui montre que Méricaré jouissait encore à cette époque d'un certain prestige. Là où la première période intermédiaire est véritablement une époque très complexe d'un point de vue chronologique, c'est parce qu'en parallèle des 9e et 10e dynasties, se constitue une autre lignée de rois, à Thèbes, lignée avec laquelle les souverains héracléopolitains seront en conflit permanent. Alors, j'ai bien conscience que ça peut paraître bizarre, mais oui, durant un siècle environ, il y a eu 2 dynasties parallèles en Égypte. La 11e dynastie naît à Thèbes, au sud de l'Égypte, à peu près au même moment que la 9e dynastie qui, comme je viens de l'expliquer, est née plus au nord, à Héracléopolis. La dynastie thébaine est une lignée issue d'un certain Antef, gouverneur de la province de Thèbes et souvent qualifié de grand ou ancien, ce qui correspond au mot Our en égyptien. Ce Antef ne fut jamais roi à part entière, et c'est son petit-fils, Antef Ier, qui débute la dynastie à proprement parler. Il alla même jusqu'à couronner son propre père, Montuhotep, à titre posthume, afin de se créer une ascendance royale. Au moment où la dynastie thébaine se met en place, la Haute-Égypte est constituée de plusieurs zones plus ou moins indépendantes et dirigées par des potentats locaux qui se font bâtir des monuments, lèvent des taxes, entretiennent leur propre armée, etc. Les frontières de ces régions sont en perpétuel mouvement, jusqu'à ce que les seigneurs thébains prennent le dessus et affirment leur autorité, à l'image d'Antef Ier et d'Antef II. Ils conquièrent tour à tour Coptos, Hierakonpolis, Edfou et Éléphantine, instaurant ainsi la 11e dynastie. Le règne d'Antef II est parfois considéré comme le premier grand règne de cette dynastie, car c'est sous son autorité que la lignée thébaine s'installe une bonne fois pour toutes. Malheureusement, ce règne n'est pas très bien documenté, et on connaît mal ses différentes actions en dehors de son intense activité militaire. Quoi qu'il en soit, après une 50aine d'années de règne, il lègue à son successeur un territoire s'étendant d'Éléphantine au sud d'Assiout, autour des 9e et 10e provinces de Haute-Égypte. Et outre cette domination sur différentes provinces, ces victoires permettent au roi thébain de contrôler certaines voies économiques d'importance, notamment celles menant au Wadi Hammamat et à la mer Rouge.
Antef II met donc en place les fondations d'un royaume puissant et en profite pour limiter le pouvoir des gouverneurs de province afin de ne pas reproduire les erreurs qui ont mené à la fin de l'Ancien Empire. À partir du règne d'Antef II, le conflit larvé avec Héracléopolis devient un conflit armé effectif, une longue guerre d'usure. On connaît au moins un épisode de cette guerre, durant lequel le roi héracléopolitain Néferkaré VII s'allia à Orthiphie, dont j'ai parlé juste avant, afin de prendre en étau l'armée thébaine. L'affrontement semble s'être conclu sur un statu quo, mais aurait été particulièrement violent. En témoignent les traces d'incendie du palais de Balat, dans l'oasis de Darla, et les marques d'exécution par pendaison de certains nobles de la province d'Armim, en Haute-Égypte. On connaît également des maquettes de soldats trouvées dans la tombe de Messerti, gouverneur du début de la 11e dynastie, maquettes qui montrent bien à quel point la période est marquée par la guerre. Les rois thébains sont enterrés sur la rive gauche de Thèbes, dans les nécropoles de Drahabou el-Naga et de El-Tarif. L'une des plus anciennes tombes d'El-Tarif est celle d'Antef Ier, sépulture appelée Saf el-Dawaba. La 11e dynastie connaît son apogée avec le règne de Montuhotep II, qui mit un terme aux affrontements avec le nord en plaçant tout le territoire égyptien sous sa domination. Montuhotep II est le fils d'Antef III et de la reine Yah, et on lui connaît au moins deux épouses, Tem et Néferu. Son nom signifie « Montou est satisfait ». Montou est un dieu à tête de faucon considéré comme un dieu guerrier, le roi s'identifiant à lui durant les batailles. C'est aussi le dieu des charades. Montou, le dieu des charades. Faut pas me laisser écrire les scripts tout seul, hein, je vous jure. Le fait que Montuhotep soit associé par son nom au dieu guerrier Montou est assez remarquable, puisque c'est principalement à travers son activité militaire et ses victoires que ce pharaon est resté dans l'histoire. En effet, c'est lui qui remporta la victoire finale sur les rois d'Héracléopolis, réunifiant le pays sous son autorité unique et débutant ce qu'on appelle en égyptologie le Moyen Empire. Mais en dépit du fait qu'il s'agit d'un roi très important pour l'histoire de cette période, la documentation concernant son règne est malheureusement assez éparse et peu bavarde. La durée même du règne est incertaine, mais on sait qu'il fut relativement long. Certains historiens vont jusqu'à lui accorder une 50aine d'années de règne, ce qui est possible, tandis que les rares sources à notre disposition attestent d'au moins 39 ou 40 ans. Le fait que la réunification du double pays soit l'œuvre de Montuhotep II est souligné par les anciens Égyptiens eux-mêmes, et n'est pas une interprétation égyptologique. En effet, au Ramesséum, le temple funéraire de Ramsès II, Montuhotep occupe la même place que les pharaons Narmer et Ahmosis. Le premier est considéré par la tradition comme le premier roi de l'histoire de l'Égypte unifiée, tandis que le second est le fondateur du Nouvel Empire, après qu'il a chassé les Hyksos du territoire. Mais ça, on en parlera dans de futurs épisodes. On le voit, Montuhotep occupe une place de choix dans les annales égyptiennes, et est mis en avant comme le réunificateur de l'Égypte, celui qui remet de l'ordre dans le pays après les troubles de la première période intermédiaire. Il est même mentionné comme successeur indirect des grands rois de l'Ancien Empire, notamment Snéfrou et Téti, afin de recréer une pseudo-continuité sur le trône d'Égypte, comme si les troubles de la PPI n'étaient que de petites broutilles sans grandes conséquences. Toutefois, si Montuhotep est bien mis en avant comme le réunificateur de l'Égypte, le moment même de la réunification n'est pas explicitement mentionné dans les sources égyptiennes. En fait, la plupart des documents font comme si Montuhotep était directement monté sur le trône d'une Égypte pacifiée et unie. Le roi refusait que le début de son règne reste dans les mémoires comme une période de division et de conflit, et il s'efforça de donner l'image d'une Égypte une et indivisible, reléguant dans l'ombre les troubles auxquels il avait lui-même fait face avant de s'imposer. On connaît toutefois au moins un bas-relief à Gebelein dans le sud de l'Égypte où Montuhotep est figuré en posture guerrière avec cette légende. Soumettre les chefs des deux pays, rétablir la Haute et la Basse-Égypte, les pays étrangers, les deux rives, les 9 arcs. Cette inscription évoque donc à la fois le rétablissement d'une monarchie unique sur l'Égypte tout entière et la reprise en main des frontières par le pouvoir égyptien. Les 9 arcs étant une appellation sous laquelle sont regroupées toutes les principales populations étrangères et potentiellement ennemies de l'Égypte. Une fois cette reconquête menée à terme par Montuhotep, celui-ci s'efforça de la stabiliser afin que la 11e dynastie ne connaisse pas le même sort que les précédentes. Il nomma ainsi un corps de police destiné à contrôler les déserts et les différentes voies de communication entre les territoires. Idem pour les routes commerciales et économiques en général, notamment vers les carrières et les pays étrangers.
Dans le même état d'esprit, Montuhotep reprit la main sur les provinces afin d'éviter toute nouvelle rébellion et prise d'indépendance de la part des gouverneurs locaux. La charge de gouverneur n'est ainsi plus transmise de façon héréditaire, assurant au pouvoir en place un contrôle sur les décisions locales. Néanmoins, Montuhotep sait qu'il ne doit pas s'aliéner les potentats des différentes provinces, sous peine de relancer une guerre tout juste achevée. Le roi installe donc le cœur du pouvoir à Thèbes, d'où est originaire sa propre dynastie, mais il s'assure la fidélité des provinces par le maintien de dirigeants locaux, et par le respect de leurs traditions et autres alliances économiques qui permettent aux gouverneurs de ne pas se sentir lésés ou humiliés par le nouveau pouvoir en place. Même en Basse-Égypte, territoire des rois héracléopolitains vaincus, Montuhotep laisse à la tête des provinces des gouverneurs dont les noms semblent indiquer une relation plus ou moins directe avec les ennemis du nouveau pharaon. Montuhotep ne transforme donc pas totalement le pays, au risque de déclencher de nouveaux soulèvements. Il préfère réorganiser le territoire sous son autorité, tout en permettant aux grandes familles locales de conserver leurs prérogatives, marque de confiance destinée à gagner la fidélité de ses potentats et d'assurer au nouveau roi un règne plus calme que les précédents. Un des éléments notables du règne de Montuhotep, d'un point de vue historique, est la modification à 2 reprises de son nom d'Horus. Ce nom, le plus ancien de toute la titulature royale égyptienne, associe le pharaon au dieu Horus, dernier roi mythique à avoir occupé le trône d'Égypte avant l'avènement des rois humains. Le premier nom d'Horus de Montuhotep est Netcheredjet, le dieu à la couronne blanche, nom qui semblerait indiquer sa domination sur la Haute-Égypte, dont la couronne blanche est la représentante. En l'an 14 de son règne, Montuhotep change son nom d'Horus pour Sanrib-Tawi, celui qui fait vivre le cœur ou la conscience du double pays. L'Égypte aurait-elle été réunifiée à ce moment-là? Impossible à dire, d'autant que le troisième nom d'Horus du roi, qu'il adopte autour de l'an 39, est Sema-Tawi, littéralement celui qui réunit le double pays. Il est assez délicat d'interpréter ces changements de nom comme l'indication de ce qui se passait alors dans le pays, car on sait à quel point ce genre de pratique est soumise aux besoins du moment d'un point de vue idéologique et vis-à-vis de la propagande en faveur du souverain. En bref, on ne sait pas précisément quand le pays fut réunifié sous la coupe de Montuhotep II, mais ce qui est sûr, c'est que c'est à partir de son règne que la première période intermédiaire prend fin, et que débute le Moyen Empire, grande période de l'histoire égyptienne, et pourtant trop souvent sous-estimée. Certes, la PPI est marquée par une division politique et des troubles militaires importants. Mais on n'observe pas pour autant, à l'échelle de l'Égypte, de déclin économique particulier. Les villes continuent de se développer, à l'image d'Héracléopolis et Thèbes bien sûr, mais aussi Éléphantine ou Edfou par exemple. De même, les tombes sont toujours richement décorées et bien équipées, même en dehors des nécropoles principales, comme à Beni Hassan, Berchet ou encore Assiout. Les différents spécialistes de la période résument bien cet état de fait. Loin de constituer une période de décadence et de crise généralisée des institutions et des valeurs morales, les derniers siècles du troisième millénaire sont marqués par une vitalité sociale, économique et culturelle qui prolonge plusieurs évolutions observées depuis le milieu du troisième millénaire. Ou encore, si l'on décide de considérer l'histoire économique, sociale et culturelle, alors il n'est plus possible de présenter un bilan négatif de cette époque. La PPI n'est pas une époque de déclin, mais de transition, de transformation de la société égyptienne. L'art et l'artisanat de la première période intermédiaire, souvent présentés comme décadents, voire vulgaires, connaissent aussi de forts changements par rapport aux codes et aux normes de l'Ancien Empire. Même si les motifs de cette période lui sont propres et tranchent avec certaines traditions antérieures, parler de décadence revient à porter un jugement de valeur tout à fait hors de propos et assez injuste envers la créativité des artisans de l'époque, notamment en ce qui concerne la fabrication des maquettes par exemple. De plus, c'est également à la première période intermédiaire que l'on doit le développement progressif des textes des sarcophages, ces formules funéraires peintes sur les parois des sarcophages en bois. Ce corpus est certes un prolongement des textes des pyramides que l'on connaît depuis la fin de la 5e dynastie, mais il ajoute de nombreux éléments nouveaux qui mettent en avant les changements socio-culturels de l'époque, par exemple à travers la mise en avant de la famille et de l'entourage en général. En fait, la vision négative que l'on a longtemps eue vis-à-vis de la première période intermédiaire, et qui continue à circuler encore aujourd'hui, est notamment due à un texte probablement rédigé au tout début du Moyen Empire, après la réunification par Montuhotep II, les Lamentations d'Ippur. Ce texte décrit l'Égypte de la PPI comme un territoire dévasté, dans un état de délitement terrible.
un pays où la morale, la Ma'at, est complètement bafouée, où le chaos a pris le pouvoir, etc. Mais ce texte, particulièrement sévère vis-à-vis de la période précédant la réunification, n'est qu'une création a posteriori pour glorifier l'action de Montuhotep II, et pendant longtemps, l'égyptologie s'est laissée prendre au jeu du dénigrement en prenant le contenu des lamentations pour argent comptant. Ce n'est heureusement plus le cas aujourd'hui, mais il est nécessaire de remettre les choses à leur place et de redonner quelques lettres de noblesse à une période trop longtemps et trop souvent caricaturée à l'excès. En conclusion, la première période intermédiaire est avant tout marquée par un changement majeur. Le niveau national, et même provincial, s'efface en faveur du niveau local, celui de la ville. Celle-ci devient la structure sociale majeure de la vie des Égyptiens. Les puissants se vantent d'avoir fait le bien dans leur ville, de l'avoir fait prospérer, d'avoir veillé sur ses habitants, et ainsi de suite. Même les conflits se font d'abord entre les villes, et progressivement, quelques seigneurs locaux parviennent à en regrouper certaines sous leur autorité, créant des maisons, un peu à la Game of Thrones. On a par exemple la maison de Réti, qui devient le royaume d'Héracléopolis par la suite. Et de l'autre côté, on a la maison d'Antef, en l'occurrence le futur royaume thébain. Néanmoins, même si le niveau local supplante le niveau national, on retrouve des traditions adaptées à cette nouvelle répartition du pouvoir. Ainsi, alors que les prêtres officiaient auparavant dans les temples au nom du roi, ils le font désormais au nom du principal dirigeant de la ville. Dans le même esprit, ce dernier se vante lui-même de posséder un lien privilégié avec les divinités, comme le faisaient les pharaons jusqu'alors. Idem avec l'importance de la lignée, chaque gouverneur mettant en avant son ascendance et sa légitimité, comme le ferait n'importe quel roi. En somme, les profonds bouleversements que connaît la société égyptienne à cette époque s'accompagnent aussi du maintien de certaines traditions. Ces traditions ne sont plus l'apanage du roi, mais celui de divers potentats locaux qui sont autant de seigneurs à part entière. Merci d'avoir suivi ce long épisode, j'espère qu'il vous a plu malgré sa complexité et malgré les nombreuses informations à propos de cette période mal connue et un peu difficile à résumer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter et même à la partager, c'est le meilleur moyen de me soutenir. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures et moi je vous dis à la prochaine!